Bonjour tout le monde. Alors je vais dire que c'est la première fois que j'ai un Devox. Alors être dans ce grand amphi, c'en est presque assez impressionnant. Euh, Avant de rentrer directement dans le vif du sujet, j'aurais quand même une question pour voir, c'est qui parmi vous fait du télétravail? Oh, ah oui, pas mal quand même. Et qui en fait de manière très régulière, c'est-à-dire au moins 3-4 jours par semaine et toutes les semaines? Bon, il y en a quand même quelques-uns, c'est pas mal. Quand j'ai commencé à préparer ce talk, j'ai repensé un peu au début, quand moi j'ai commencé à bosser. Pour vous donner un peu une idée du contexte, alors ça fait un peu vieux comme ça, mais il n'y avait pas GitHub, pas Heroku, pas jQuery. Alors je sais qu'il y a pas mal de Java ici, on en était à Java 5, il n'y avait pas encore le 6. Donc ça donne un peu une idée du contexte. Et à ce moment, on ne parlait pas vraiment de télétravail. Ça existait, mais ce n'était pas un sujet classique. Et pourtant, à l'époque, j'aurais bien aimé, parce que je bossais à 100 km de chez moi, donc c'était pas mal, y compris quand il neigeait, hein. Alors je pense qu'aujourd'hui, si vous avez des problèmes de train, ça peut être bien aussi de faire du télétravail, y compris les jours où il n'y a pas de grève et que les trains sont supprimés. Et puis petit à petit, j'ai regardé deux choses. J'ai commencé à bosser avec du Ruby, avec du Rails. Qui dit Rails disait Basecamp, et qui dit Basecamp dit Rework. Alors je ne sais pas si vous avez déjà lu ou pas ce bouquin. Moi, c'est un bouquin qui a pas mal changé ma façon de bosser. Donc là, on est en 2010, et ils ont suivi par Remote, justement sur la partie télétravail, en 2013. Et donc, à ce moment-là, donc il y a quelques années, on va dire, on commence à voir pas mal de boîtes parler de leur façon de travailler, donc de faire du télétravail. Alors dans les connus, je vous en ai juste mis quelques-unes. Bon, il y a évidemment GitHub, qui faisait pas mal de conférences là-dessus. Ça peut être GitLab, ça peut être Buffer. Si vous n'avez jamais allé voir, ils ont énormément d'infos sur leur façon de travailler. C'est super intéressant. Après, il y a Automatic, il y a Stack Overflow, qui fait beaucoup de télétravail. Ça, je ne sais pas si vous le savez non plus. Enfin bref, il y en avait beaucoup comme ça, beaucoup de talks dessus. Et moi, en général, j'étais comme ça. Je me dis, ah, mais ça doit être génial de faire ça. J'aimerais vraiment un jour faire du télétravail. Mais vraiment pas juste une fois de temps en temps. Il y a quelques années, j'ai commencé à en faire un peu. Un peu, c'est-à-dire un jour de temps en temps, au maximum 3-4 jours par semaine, et pas toutes les semaines. Donc j'en étais là, c'est bien, mais un jour j'aimerais vraiment aller plus loin. Puis un jour j'ai eu un nouveau projet à faire, le genre de projet absolument génial, et on est passé tiens, on va monter vraiment une équipe en full remote. Donc moi je m'appelle Yves, je suis tech lead chez Squarescale. Et chez Squarescale, en gros, on travaille sur un tout nouveau service d'hébergement d'applications cloud native. Donc en gros, si vous voulez faire des applis qui sont à base de microservices, à base de conteneurs, mais vous ne savez pas forcément gérer la prod derrière, parce que c'est bien joli, tous les devs disent ouais, je fais du Docker, mais comment on fait derrière pour gérer les orchestrateurs, les clusters, etc. Eh bien, vous avez juste à poser vos GitHub et nous, on s'occupe de toute votre infra sur des infras dédiés. C'est en bêta, si vous voulez des comptes pour tester, venez me voir à la fin du talk et puis on peut s'arranger. Un petit truc sur la suite du talk quand même. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, tout est en construction. Il y a 2 mois, on ne faisait pas la même chose qu'on fait aujourd'hui, et la semaine prochaine, je ne ferai pas la même chose qu'aujourd'hui non plus. Et ça, je vous expliquerai un peu pourquoi. Le truc à savoir sur Squarescale, c'est qu'on est une équipe full remote et distribuée. Et avant d'aller un tout petit peu plus loin, je vais revenir sur les termes, histoire que tout le monde ait la même compréhension des termes. Quand on parle de télétravail, la première chose qu'on parle en général, c'est de remote friendly. Donc ça, je pense toutes les mains qui se sont levées au début, il y a sûrement beaucoup de remote friendly dedans. L'idée, c'est que vous avez beaucoup de personnes dans des bureaux, et vous avez quelques personnes qui sont à distance. Donc ça peut être chez elles, dans un cowork ou au café ou n'importe où. Et on va dire qu'on intègre ces personnes, mais on ne change pas radicalement la façon de travailler dans l'entreprise. Donc elles sont là, mais en général, elles sont là un petit peu à la marge. L'étape d'après, c'est en général de passer sur du remote first. Donc remote first, on va considérer tout le monde, télétravailleur ou non, de la même manière. Et on va changer la façon de travailler, non pas pour les télétravailleurs, mais dans l'entreprise. Typiquement, on va essayer d'éviter au maximum toutes les discussions qui sont autour d'un café, enfin, je veux dire, discussions qui prennent des décisions derrière.
et on va utiliser des chats. Dès qu'on va faire des réunions avec la visio, eh ben, on va essayer d'avoir chaque personne derrière son ordinateur, derrière sa propre webcam, même si c'est dans le même bureau. Alors c'est en général très bizarre et certaines personnes n'apprécient pas du tout. Mais l'avantage, c'est qu'on va inclure toutes les personnes, où qu'elles soient, de la même manière. Tout le monde va être logé à la même enseigne. Un truc qui n'est pas vraiment du télétravail, c'est la notion de team distribué. Alors ça, c'est assez simple, c'est le fait d'être à plusieurs endroits sur le globe, et en général avec des fuseaux horaires différents. Donc ça va avoir pas mal d'impact sur la suite. Et puis le full remote, simple, nous on n'a pas de bureau, donc aucun. Donc on est une équipe full remote, on est une équipe distribuée, et on a fait ça dès le premier jour. C'est pas une transformation qui est arrivée après. On a commencé en full remote, donc on était 3, et chacun chez soi. Donc il n'y a pas de coworking, il n'y a pas de... les gens ne vont pas bosser dans un café ou autre. À la base, on était tous vraiment chez soi. Et on a fait ça de manière distribuée, parce que notre CEO est à Montréal. Donc forcément, on a tout de suite quelques contraintes supplémentaires. Alors justement, l'organisation initiale, dès les premiers jours, la chose qui a structuré le plus l'organisation, c'est évidemment le côté distribué, presque plus que le côté télétravail. Donc avec le Canada, on a 6 heures de décalage horaire. Donc en gros, quand il est 2 heures l'après-midi, c'est 8 heures du matin là-bas. Donc on a essayé d'exploiter cette contrainte au mieux. Et on a commencé par séparer notre journée en 2. Donc on a une première demi-journée qui est asynchrone. Alors c'est la première, c'est le matin en France, puisque c'est la fin de la nuit en fait au Canada, et c'est l'après-midi au Canada, puisque c'est notre soirée. Et on a une demi-journée de recouvrement, qui est notre après-midi en France, c'est le matin là-bas. Et on a essayé d'exploiter ça au mieux. La partie asynchrone, ça nous permet surtout d'être concentré, de ne pas avoir d'interruption. Alors c'est pareil, je ne sais pas vous, mais moi en tout cas avant de faire ça, pour avoir au moins 4 fois par semaine, au moins 3 heures sans aucune interruption de boulot, c'était pas si souvent quand même. Là j'avais 5 jours par semaine, toute ma matinée sans interruption. Je pouvais faire ce que je voulais, aller au plus profond d'un problème, sans crainte d'être interrompu par quelqu'un, tiens tu viens prendre un café, non je bosse quoi. Et puis on a l'autre partie synchrone, où là, on va privilégier les échanges, vu qu'on est sur la même time zone, on va pouvoir se parler facilement, on va pouvoir faire des visios facilement. Et on est au début du projet, donc on va surtout le construire. On va construire aussi bien le produit, l'entreprise, la vision, donc ça c'est des choses assez techniques presque, mais on va aussi construire la core team. On a un démarrage, on a besoin d'avoir justement une équipe assez soudée pour réaliser le projet. Donc on va faire ça en visio, et on va y passer 1 heure, parfois plus, tous les jours. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est justement avec toute cette construction qui prend finalement beaucoup de temps et beaucoup d'échanges. Alors, ça va avoir des effets assez sympas. Voilà. Donc là, alors là, on était 4 à la fois là, mais donc l'exemple de stand-up qu'on peut avoir, enfin stand-up ou réunion, quoi. Donc où Chanty nous montrait son chevreau qui était né quelques jours avant. Parfois, c'est le chat qui passe sur le clavier, ça marche aussi. Faut bien voir qu'il y a une dimension là-dedans aussi, c'est que chacun est chez soi. C'est pas comme si on était dans un coworking où il ne faut pas forcément faire trop de bruit ou autre. On crée un lien assez fort, parce que chaque personne qui est derrière sa webcam ouvre un petit bout de son chez soi. Alors on n'est pas obligé d'ouvrir grand-chose, c'est après à la discrétion de chacun, mais avoir une chèvre en vrai derrière la visio alors qu'on est en train de parler de Terraform et de conteneurs dans Nomad, c'est un peu plus fort que de voir une photo autour d'une machine à café. Surtout pour ceux qui ne prennent pas de café, justement. Donc au final, on avait nos 2 contraintes, notre contrainte de temps, et on a essayé de l'exploiter au maximum. On avait cette alliance de moments où on pouvait justement se plonger dans des problèmes complexes, et un moment très synchrone où on pouvait échanger sur tout et construire justement cette équipe. Ça, c'était vraiment très bien. Puis après, on a commencé à grossir. Parce que le but, c'était pas de rester à 3. Donc là, on est passé à une quinzaine de personnes. On est passé à une quinzaine de personnes en moins de 18 mois. Et juste sur la partie engineering, on est passé à 7. Donc,
Alors oui, donc on est passé à 7 sur l'engineering, et on a d'autres teams qui se sont montés autour. Donc c'est des choses assez classiques, puisqu'on a du marketing, du financier, on a des labs. On a aussi des projets sur la blockchain. J'en parle juste vite fait. C'est pour pouvoir en fait stocker de manière sûre des données de services, pour avoir des SLA qui, eux, en fait, sont fiables et on ne pourra pas tricher avec, justement, et avoir des garanties de service qui sont infalsifiables. Mais bon, ça après, c'est un autre sujet encore. Donc on est passé à 7 sur l'engineering, et donc on a eu une vraie question, c'est comment on continue à communiquer au sein de cette équipe. Parce que quand on passe plus d'1 heure par jour en visio avec tout le monde, à 3 on s'en sort, on veut bien prendre le temps. À 7, ça veut dire qu'on passe plus d'une journée homme par jour en réunion. Ça commence à faire beaucoup quand même. Donc là où on avait une espèce de dichotomie asynchrone-synchrone, on va essayer de renforcer au maximum le côté asynchrone, pour justement supprimer ces moments juste où tout le monde est autour. Et d'ailleurs, en général, une réunion à 7 en visio, c'est pas toujours très très efficace non plus. Donc, ce qu'on appelait des fois notre réunion, on l'appelait un daily, donc un daily d'1 heure, 1 heure et demie, c'est pas mal. Bon, au final, c'est plutôt une réunion d'engineering. On l'a remplacé par des check-in Basecamp. Donc un check-in, c'est une notification qui va popper. Donc là, elle arrivait le soir pour dire, tiens, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu comptes faire demain? L'équivalent en fait des questions qu'on pourrait se poser dans un stand-up. Et on rajoute un update quotidien, qui est le matin, où justement, en fait, moi je reprenais les check-ins de tout le monde et on refaisait cette synchro en fait. J'allais reprendre les événements, alors qu'on va dire de la nuit, mais ça peut être soit l'après-midi au Canada, puisque les gens bossaient pendant ce temps-là, ou je sais pas, des alertes de prod, des choses comme ça. Et le matin, en gros, quand tout le monde commençait à bosser, on avait des priorités à jour. Ça permettait en fait à chacun de dire de manière asynchrone, moi j'ai fait ça et je pense faire ça, et d'arriver tout de même à se resynchroniser pour que tout le monde aille dans le même sens. Alors c'était pas mal, on a pas mal augmenté l'efficacité, forcément, on vient de supprimer un jour homme de réunion par jour, c'est forcément un peu mieux. Par contre, on a perdu un truc, c'était les échanges perso, parce que derrière, c'est comme la chef tout à l'heure, mais il y avait plein d'échanges qui étaient juste, tiens, comment ça va? C'est beaucoup plus facile de parler de choses comme ça, en vrai, à l'oral, que juste par écrit. Et avec ces échanges perso, ce qu'on perd, c'est de la cohésion surtout. C'est-à-dire que le but quand même, c'était de monter un nouveau projet, de monter une équipe. Donc on a besoin de cette cohésion. Et là, petit à petit, elle s'effrite. Un autre problème qu'on a rencontré, c'est parfois certains problèmes de design. Parce qu'en fait, quand on est à l'oral en visio, c'est aussi très facile de dire tiens, en fait, j'ai oublié de vous dire, mais je vais faire telle feature et je pensais la faire comme ça. Quelque chose d'assez spontané, et puis juste de quelqu'un qui réagit, dit non, tu devrais utiliser ça. Utiliser par exemple tel lib. Ah oui, mais si on attend que le code soit fait ou autre de manière très asynchrone, parfois il va se passer 3 jours, la personne aura bossé sur son truc et n'aura pas eu l'info qui était juste ouais, mais je savais que tu aurais dû me demander, je le savais en fait. Donc ça, on va perdre un petit peu aussi au niveau du design technique. Donc la question derrière qu'on avait déjà, c'est comment remettre de la cohésion dans l'équipe. Alors on n'est pas allé chercher des choses très extravagantes. On a commencé à mettre des meet-up physiques. Alors vu qu'on a qu'1 an et demi, je ne vais pas trop vous donner de stats sur le nombre de fois qu'il faut en faire par an. En général, on trouve ça entre 1 et 3 fois. C'est les grands classiques. L'idée, c'est de mettre tout le monde au même endroit, externe compris. C'est-à-dire qu'on a par exemple des personnes qui sont en presta chez nous, enfin chez eux quoi, mais en presta. Donc on va quand même les mettre parce qu'ils font partie de l'équipe. On a cette cohésion, elle comprend vraiment tout le monde. Aujourd'hui, c'est relativement simple parce qu'on est surtout en France. Donc on va faire les meet-up en France. Le problème, c'est que là, on est en train d'augmenter au Canada. C'est-à-dire que pendant que moi je suis à Devoxx, en fait, on a décidé d'intégrer une nouvelle personne qui commence lundi, qui sera au Canada. Et donc, comment on fait la logistique? Quand il y a une personne à déplacer, même s'il faut traverser l'Atlantique, ça se fait. Quand il va y avoir plusieurs personnes, que les gens ont leur famille et tout, ça va sûrement être plus compliqué. Alors, j'ai pas encore la réponse, ça viendra sûrement la prochaine fois. Mais Et alors, qu'est-ce qu'on va faire dans ces meet-up? Une chose qui est très bien, c'est ça, c'est de débattre des sujets polémiques.
Quand on commence à le faire, en général de manière asynchrone, que ce soit sur Basecamp, sur Slack ou autre, ça finit rarement bien. Quand c'est trop polémique, on peut juste simplement supprimer le débat, quoi. Alors qu'en vrai, ça va souvent être plus facile. Et puis finalement, derrière le débat polémique, on va juste prendre un tableau blanc et commencer à dessiner des choses et en ressortir quelque chose d'intéressant. On va aussi évidemment travailler ensemble sur ce qu'on va en faire de notre projet, de notre boîte. L'idée surtout, c'est d'inviter tout le monde à partager. Et aussi, ça on l'a fait une fois et c'était vraiment quelque chose de très très bien, c'est de faire venir quelqu'un d'extérieur. Quelqu'un d'extérieur, qu'on connaît ou pas, qui bosse dans une autre boîte, sur un autre projet, et qui va, en fait, on va profiter du moment où on est tous ensemble pour se faire comme une mini-conf, en fait. Quelqu'un va venir présenter un projet un midi, une partie de son travail ou autre, et comme ça, essayer de continuer à partager entre tout le monde. Et donc, qui dit partage, parce que là, à la base, on parlait aussi de cohésion d'équipe, c'est pas que du boulot. Donc j'ai retrouvé une photo d'un de nos derniers meet-up qui était en novembre. Voilà, donc c'est aussi l'occasion de faire des pizzas. J'ai un four à pizza chez moi, donc c'était bien. Donc on s'est retrouvés un soir, tous ensemble, autour de la table, à se faire nos propres pizzas. C'est tout bête, on parle évidemment de boulot, hein, ça on ne peut pas s'en empêcher, mais on ne parle pas que de boulot. Et justement, ça va vraiment nous aider à retrouver en fait cette cohésion qu'on avait avant juste par l'oral. On l'avait tous les jours, au final on la condense quand même, mais on arrive à récupérer pas mal de choses. On améliore aussi la partie design parce qu'on va justement pouvoir travailler sur des sujets très techniques. On va pouvoir expérimenter plein de choses ensemble, autour d'une même table, et justement en ressortir avec des nouvelles orientations techniques, par exemple, pour la suite, et avoir moins de dérives jusqu'au prochain meet-up, on va dire. Alors ça, c'est pas mal. Là, on parle donc on a grossi, on parle justement finalement au jour le jour, comment on garde tout ça. Mais avant de vraiment grandir, il y a quand même un problème. Alors vous verrez, il n'est pas que dans le télétravail, mais c'est comment on intègre un nouveau membre. Parce que c'est bien de grandir, mais il faut bien que les gens ils viennent de quelque part, quoi. Et déjà en présentiel, c'est pas toujours facile. Des intégrations qui se passent mal, ça existe. Une intégration qui se passe mal, ça peut aussi coûter très cher et ça peut ruiner un projet, surtout un projet qui se monte. Donc en télétravail, c'est encore plus dur. Et donc sur l'intégration, on se pose principalement deux questions. La première, c'est comment on crée du lien. Donc comment justement on va sortir d'un échange qui peut être froid à la base, puisque ça va être très asynchrone, juste avec des messages sur Slack ou sur Basecamp. Comment on se rend compte tôt des difficultés. Si vous avez quelqu'un, vous venez de l'intégrer, il est dans votre bureau, c'est facile facile, pas toujours, mais on y arrive quand même, à voir qu'il y a un problème. En télétravail, ça va être compliqué, quoi. On n'est pas chez lui, on ne voit pas en fait ce qui se passe. On ne voit pas si la personne est mal au final dans le processus d'intégration. Alors qu'est-ce qu'on ferait? Donc encore une fois, on va juste oublier le télétravail. Une chose qu'on ferait assez facilement, c'est qu'on prend la personne qui vient d'arriver, et on lui dit, tiens, viens boire un café et raconte-moi. Raconte-moi ce qui se passe, raconte-moi, est-ce que tu sais quoi faire, est-ce que tu trouves tes marques, est-ce que tu sais où est l'armoire, où il y a les gommes et les crayons, j'en sais rien. On va pouvoir faire ça de manière assez informelle. Et pour le coup, pour la personne qui est en train d'être intégrée, c'est très facile, elle est dans le bureau, de lever la main pour dire, oh, j'aurais besoin d'un peu d'aide. En télétravail sur un channel public, c'est pas toujours facile. Au final, on va quand même faire la même chose. On va essayer de reproduire ce schéma, mais en télétravail. La première chose qu'on fait, vu qu'on utilise Basecamp, c'est de faire un template d'onboarding. Donc on a des projets dans Basecamp. Alors ça, c'est assez classique. On va surtout lui balancer toute une liste de choses à faire, des comptes à créer, comment mettre en route l'environnement dev, etc. Donc au moins la personne n'est pas paumée tout de suite. Et on va mettre en place un référent unique. Alors c'est ce qu'on ferait en vrai aussi, en présentiel, mais là ça va avoir un rôle encore plus important. Dans une équipe, il y a beau avoir un référent unique, s'il y a une discussion sur un point précis qui se passe entre deux autres personnes, on peut le voir. En télétravail, on ne le verra jamais. On ne saura pas en fait qui répond à quel problème. Et ça va surtout permettre à la personne qui est intégrée d'avoir
une personne à qui poser toutes ces questions. C'est parfois beaucoup plus simple, donc comme je disais, de ne pas le faire, on va dire, publiquement. Si on a une réunion où tout le monde est là, dire au milieu de la réunion, les gars, je suis désolé, mais j'ai rien compris du tout, parfois ça se fait, et parfois ça peut mettre très mal à l'aise. Si en plus la personne qu'on intègre est plutôt timide, ça va être très très compliqué. Là, on va essayer de créer un lien privilégié entre deux personnes pour que la personne qui est intégrée puisse toujours, dans une relation de confiance, poser toutes les questions. Et l'équivalent de tiens, viens boire un café et on va discuter, on va le faire avec des check-in Basecamp. Alors ça va être un peu moins informel, voilà, il y a forcément des variations dedans, on va en avoir 3 par jour. Donc on va avoir une pause café, alors moi en général j'y vais avec mon café, mais à 9 h, donc c'est juste de la visio avec le référent, enfin entre le référent et la personne qui est en cours d'intégration. Le but c'est déjà juste de démarrer la journée, d'éviter le je ne sais pas quoi faire. Parce que même si on a assigné une tâche, parce qu'au début on va essayer de l'assigner pour guider la personne, de là à savoir comment le faire, par quel bout le prendre, c'est pas forcément simple. Parfois ça a besoin de plus d'informations. L'idée c'est d'avoir un moment le matin où on peut aussi répondre à toutes les questions que la personne aurait eues la veille. Et surtout, il faut s'alerter d'une chose, c'est s'il n'y a pas de questions. Entre autres, le projet qu'on fait, c'est souvent enfin non, c'est même pas sûr, c'est le projet le plus compliqué que j'ai fait. Si on intègre une personne et qu'elle n'a pas de questions, c'est en général un très très mauvais signe. C'est impossible qu'elle n'ait pas de questions. Et même si on avait un projet très simple, ne serait-ce que comment fonctionne l'équipe, on a forcément des questions. Ou alors c'est juste que la personne est là et attend que tout se passe, mais ça ne marchera pas jamais ça. On a un deuxième point, alors là on l'avait mis initialement donc en fin de matinée, ça peut aussi être en début d'après-midi. C'est l'idée de dire, voilà, ce matin on a discuté de qu'est-ce que tu allais faire aujourd'hui, est-ce que tu y arrives? C'est pas forcément un point qui dure très longtemps, mais c'est juste prendre un peu la température, est-ce que ça se passe comme tu veux? Entre autres, ça nous est arrivé d'avoir de remettre des délits. Alors nos délits donc, sont à 2 h de l'après-midi. Donc en général, on supprimait ce point et on remplaçait juste par le délit. Et on va avoir un troisième point, donc qui là est cotextuel. C'est juste, donc ça va arriver directement en notification sur la personne qui est en cours d'intégration, pour lui demander, raconte-nous comment ça s'est passé et surtout liste-nous toutes les questions. Donc pour avoir les questions à chaud, la personne est encore en train de bosser et qu'elle puisse dire tout de suite, tiens, il y a ça que j'ai pas compris ou j'aimerais bien que demain tu m'expliques telle partie de l'architecture. Parce que là, je ne sais pas quoi faire. Ce point est relativement tôt, parce que ça va permettre au référent, si besoin, de préparer un certain nombre de choses pour qu'au point du lendemain matin à 9 h, on puisse justement y répondre. Et ainsi de suite, on va essayer de garder le lien comme ça dans la durée. On va faire ça tous les jours. Alors ça peut paraître un peu bourrin au début. Évidemment, on peut les supprimer petit à petit. À un moment donné, on ne va plus en avoir besoin. L'idée, ça reste ça, c'est surtout de ne pas laisser l'occasion de ne rien dire. À chaque fois qu'on a eu des absences finalement de communication, c'est souvent signe d'un problème en télétravail. Si quelqu'un fait la tête en présentiel, c'est le gars qui est à côté de vous, vous le voyez. Si la personne a un problème en télétravail et qu'elle ne dit rien, vous ne le voyez pas. Et vous allez laisser la situation pourrir au final. Alors ça a bien marché. Ça a même marché avec des personnes qu'on connaissait déjà. C'est-à-dire au début, on s'est dit, tiens, on va intégrer quelqu'un qu'on connaît déjà. On n'a peut-être pas besoin de mettre tout ça en place. Et c'est là où moi j'avais tort, parce que justement, donc j'étais son référent. Et en fait, il y a eu plein de matins où cette personne qu'on connaissait, qui savait comment on fonctionnait, qui connaissait déjà quasiment tous les membres de l'équipe, elle avait quand même plein de questions qu'elle ne posait pas le reste du temps. Donc, ce truc marche vraiment bien. Ça marche vraiment bien à un détail près, c'est que ça marche très très bien sur un fuseau horaire. Sur deux, vous aurez probablement la réponse dans un prochain talk. Parce qu'en fait, donc c'est aussi pour ça que c'est en construction, c'est que le temps que j'étais à Devox, on vient de décider en fait d'intégrer quelqu'un d'autre. On l'intègre au Canada, sauf qu'il est dans l'engineering, donc je vais l'intégrer depuis la France. Donc le point du matin à 9 h, j'ai pas calculé d'ailleurs, parce que ça doit faire quoi, 3 h du matin, un truc comme ça. Je suis pas sûr qu'ils veuillent bien se lever, quoi.
Euh, donc, on va voir ce que c'est. Ça va être un défi supplémentaire, mais ça risque d'être assez intéressant. Une petite parenthèse assez marrante là-dessus. Donc, j'ai pas eu le temps de faire de slides très prolongés, mais souvent, quand on parle de télétravail, il y a une remarque qui revient tout le temps, c'est que ça permet d'embaucher les meilleurs là où ils sont. Alors moi au début, je trouvais ça un peu, bon, oui, c'est vrai, mais de là à le faire, finalement le télétravail, ça permet d'ouvrir aussi d'autres opportunités. Là, il faut voir, donc Stéphane, qui est le CEO, bosse depuis chez lui à Montréal, donc il bossait depuis sa terrasse. Sauf qu'en fait, il se trouvait que la terrasse, son voisin, était développeur, travaillait pour la Linux Foundation en remote sur de la stack HashiCorp. Nous, on utilise de la HashiCorp. Finalement, c'est une coïncidence qui était plutôt pas mal quand même. Donc c'est lui qu'on intègre maintenant. Voilà, si je sais pas, il aurait rencontré cette personne en vacances au Canada, on serait en France, donc même en télétravail, mais pas en distribué. Ok, cette personne, elle peut être super bonne, mais on ne peut pas l'apprendre. Donc pour de vrai, en fait, être à la fois en télétravail et sur du distribué, ça nous offre vraiment cette possibilité. On peut le faire. Moi, je ne croyais pas en fait qu'on le ferait aussi rapidement, mais on va vraiment faire ça. Mais ça sera l'objet d'une autre histoire, je pense. Quand on parle de télétravail, il y a quand même une chose qui revient souvent. Donc, il y en a déjà eu quelques aperçus dans les slides avant. C'est la notion d'outil. Quand vous êtes en présentiel, c'est quand même très facile comme outil d'avoir un tableau blanc, des post-it, de la voix. Ça, en télétravail, il va bien falloir remplacer tout ça. L'un des outils les plus critiques qu'on a aujourd'hui, c'est tout bêtement notre outil de visio. Un mauvais outil de visio, c'est absolument horrible. Donc, on a essayé de voir un peu qu'est-ce que c'est un bon outil de visio. Surtout, c'est un bon outil de son et surtout pas d'écho. Je pense que je préfère vraiment demander à quelqu'un de répéter parce que j'ai pas entendu que moi d'avoir de l'écho quand je parle. C'est absolument horrible. Et l'écho, on va aussi parler de latence. Souvent, c'est induit parce que là, on va être sur plusieurs continents. On a testé pas mal d'outils. Toute une partie marchait très bien tant qu'on était dans le même pays. À partir du moment où on traverse l'Atlantique, la latence a une incidence qui est beaucoup plus forte. Pour ça, on utilise Zoom. C'est de tous ceux qu'on a utilisés celui qui a les meilleurs résultats. D'ailleurs, ça nous a permis d'acquérir des compétences qui sont pas mal. La version gratuite de Zoom qu'on essayait, donc je crois que ça fait des visios de 45 minutes. On s'est dit, c'est bien, notre point qui dure plus d'une heure, on va le restreindre à 45 minutes, le truc se ferme. On a réussi à acquérir la super compétence de redémarrer aussi vite que son ombre une nouvelle connexion Zoom et de tous revenir dedans. Bon. Mais au final, on paye Zoom maintenant et ça marche vraiment très bien. Après, c'est pas pour leur faire la pub, c'est juste le meilleur outil qu'on ait utilisé. Ça veut pas dire qu'il n'y en ait pas d'autres pour ce qu'on fait. Donc, entre autres, à travers l'Atlantique. On a besoin d'un outil de discussion, on va dire plutôt instantané. Je pense que ça surprendra personne, on utilise Slack. Au final, c'est probablement l'outil dont je suis le plus déçu aujourd'hui. Le gros problème que j'ai avec Slack, c'est qu'il n'a fait finalement que pousser sur du synchrone. Slack, si on l'utilise vraiment en asynchrone, c'est assez horrible. Là, je sais que si je prends mon téléphone, que je vais essayer de récupérer les 3 jours de backlog dans Slack, c'est à peu près mort. Et pourtant, on a la moitié de la conf de l'équipe qui est au Mixit à Lyon en même temps. Mais c'est pas grave, il suffit de 2 personnes dessus pour que le truc soit à peu près illisible au retour. On a un autre outil donc, qui est de discussion au sens large. Donc pour nous, c'est Basecamp. Donc ça fait pas mal de temps qu'on l'utilise. Et lui, j'aime bien parce qu'il a tendance à privilégier le côté asynchrone, beaucoup plus que le synchrone. Alors c'est une chose qu'on va probablement tester bientôt, probablement dans un des prochains sous-projets, on va dire, qu'on fait, c'est d'utiliser Campfire, donc c'est l'équivalent de Slack, qu'ils ont réintroduit à l'intérieur de Basecamp, et de voir si ça peut pas justement nous aider à voir que finalement à des fois enlever un peu le côté synchrone qu'on peut avoir avec Slack. Voilà, c'est une des choses qu'on va
qu'on va tester bientôt. Alors, il y avait quand même une question principale quand j'ai en tout cas proposé ce sujet, c'est celle-là. Et si c'était à refaire? Parce que si je reprends l'idée de base, c'est moi je voyais toutes ces grandes boîtes qui faisaient des trucs trop cool, qui allaient dans des conférences pour parler de télétravail. Donc ça, je suis très content aujourd'hui de pouvoir le faire. Sauf qu'en fait, c'est compliqué de discuter dans une équipe, c'est compliqué d'intégrer des gens, c'est compliqué de garder du lien, c'est compliqué d'intégrer des gens à distance, c'est compliqué de réunir les gens au sein d'un même endroit, et ça va l'être de plus en plus. Ce qui semblait presque idyllique, nous on avait envie de faire ça, on ne voyait que des aspects positifs là-dedans, c'est pas si simple. Par contre, on le referait sans aucune hésitation. C'est vraiment un truc. La seule chose que je ferais, c'est évidemment éviter un certain nombre d'erreurs qu'on a pu faire. Mais jamais, en fait, je me dis quand même, si on ne l'avait pas fait en télétravail, ça serait mieux. Non. On le referait exactement pareil. Et même s'il fallait le refaire en refaisant les mêmes erreurs, je pense qu'on le referait quand même. Aujourd'hui, on est surtout en France. On est en train d'augmenter le nombre de personnes au Canada. Probablement d'autres personnes après. Donc, quand je dis après, c'est ailleurs que le Canada aussi. Donc, c'est-à-dire que c'est même pas en fait qu'on referait la même chose. C'est qu'en fait, on continue à pousser et sur les deux aspects. Il est toujours pas prévu d'ouvrir un bureau quelque part. Et on continue à distribuer encore plus. On est en train de voir aussi pour aller donc embaucher des gens en dehors de la France et du Canada. Donc probablement avec un troisième fuseau horaire de plus. Un jour, pourquoi pas prendre quelqu'un qui soit plutôt en Australie. Donc l'avantage, c'est qu'on a presque les 3/8 qui tournent. Sauf qu'il y a beaucoup de choses qu'on a là où on se raccroche encore à des bouts de synchrone qui vont devenir quasiment impossibles. Alors, derrière tout ça, si on avait une chose à retenir, parce qu'on va essayer quand même d'en retirer quelque chose, et quelque chose qui, je pense, peut vous concerner tous, que vous soyez d'ailleurs en télétravail ou pas en télétravail. C'est que la clé, c'est la communication. Alors, je sais, c'est très très original comme réponse, mais qui n'a pas entendu ça? C'est-à-dire, tiens, on a une équipe, ils ne communiquent pas dans l'équipe, ça ne se passe pas bien, alors on va prendre tout le monde, et toutes ces personnes, on va les mettre dans un open space, dans une salle, dans une war room, dans ce que vous voulez, on va les mettre ensemble et on va les forcer à communiquer. Donc ça marche encore plus si vous avez déjà 7 personnes, ou moins 7-8 personnes, c'est pas mal. L'effet quasiment instantané, c'est que tout le monde achète un casque avec réduction de bruit active. Ça marche très bien, c'est encore pire qu'avant. Le télétravail, en l'occurrence, ça nous force à trouver de vraies solutions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se reposer sur des solutions de facilité. Tiens, je t'attrape dans le couloir et je te demande quelque chose. Non, si tu as envie de me demander quelque chose et qu'en fait, je suis en train d'aller chercher mes gosses à l'école, tu ne m'attraperas pas. Tu peux m'envoyer autant de messages que tu veux, je ne répondrai pas maintenant. Mettre tout le monde dans une pièce, ça ne marche pas. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas forcer les gens à communiquer juste en les mettant sur un même canal, en fait. Donc là où je trouve que c'est vraiment intéressant, c'est que donc, ça nous force à trouver des solutions. Finalement, les solutions que les personnes qui ne font pas télétravail ne cherchent même plus, en fait. Une des choses très importantes derrière ça, derrière se trouver des vraies solutions, ça va rejoindre un peu une conférence qu'il y avait hier sur justement que je retrouve le nom, c'est les processus de décision asynchrones. C'est de définir précisément les canaux de communication. S'il y avait une chose à refaire différemment, ça serait ça, c'est-à-dire vraiment définir de manière beaucoup plus précise et beaucoup plus stricte comment on communique, quels sont les besoins, quel est le type de communication, donc tout ça c'est lié, mais est-ce qu'on fait du synchrone ou pas, quelle est la fréquence, et définir comme ça des règles pour pouvoir dire, voilà, toutes ces questions de tel ordre, on les fait à tel endroit, toutes les questions de tel ordre, on les fait à tel autre, et qu'on n'ait pas de variation, qu'on n'ait pas de bruit autour. Alors pas de variation, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas améliorer les choses,
Mais ça veut dire qu'à un instant donné, tant qu'on n'a pas finalement décidé autre chose, tout le monde sait exactement comment communiquer. Sinon, c'est juste du brouhaha. Et ça, en télétravail, le brouhaha, c'est aussi horrible qu'en présentiel. Et il suffit de prendre Slack et ça marche très bien pour ça. Une des dernières choses à avoir en tête, c'est en télétravail, on ne peut pas laisser place au silence. C'est presque paradoxal parce que moi j'ai toujours entendu dans les boîtes précédentes où j'étais, où pas mal de personnes étaient réfractaires au télétravail, dire que non, c'était pas bien, qu'on pouvait pas communiquer et tout. Et en fait, c'est tout le contraire, c'est qu'en télétravail, on va inciter à communiquer encore plus. Et même des personnes qui ne communiquent pas en vrai, parce que justement, il y a par exemple quelqu'un qui justement a une grosse voix, qui va toujours être là, qui va toujours dire quelque chose, et qui va, de ce fait, mettre de côté tous les autres, il va avoir le même poids. Un mail ou un mail, ça a toujours le même poids dans ma boîte. Un message sur Slack ou un message sur Slack, ça aura toujours le même poids. Donc on va même avoir des personnes qui ne communiquaient pas avant, qui vont se retrouver à communiquer presque plus que les autres. Mais il faut faire attention au silence. Un silence, c'est toujours problématique. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut juste faire du bruit pour faire du bruit. Et sinon, je vais arriver à la fin, donc je suis allé un peu plus vite que prévu. Mais je vais terminer surtout sur une chose, c'est ça, c'est vraiment faites du télétravail. Faites-le pas juste pour des problématiques, comme je disais au début, de transport. Donc ça, c'est des problématiques que moi j'ai eues. Je pense que s'il y a beaucoup de monde en région parisienne, vous devez en avoir aussi votre lot. Ou des problèmes de train, par exemple. Mais surtout, tout ce qu'on fait là aujourd'hui dans le télétravail, si demain je devais refaire un projet pas en télétravail, j'essaierais d'appliquer exactement la même chose. Donc faites du télétravail, c'est juste bon pour vous, pour vos projets. Et donc j'arrive à la fin. Donc merci déjà de tous avoir été là. Et sinon, je pense qu'on a même du temps pour des questions. Voilà, si vous en avez. Ouais, bonjour. Bonjour. Moi, j'ai une question par rapport à la dimension sociale. Est-ce que tu as trouvé le fait de rester chez soi pour bosser, c'est pas comme quand on sort tous les jours pour aller voir les collègues de bureau. Et est-ce que tu as ressenti quelque chose par rapport à ça? Est-ce que tu as mis en place des choses par rapport à ça? Ouais, donc la question, c'est surtout les aspects sociaux. Donc c'est vrai qu'on parle souvent de ça sur l'équilibre. On montre souvent le télétravail comme étant un vecteur d'équilibre vie pro, vie perso. J'ai pas forcément insisté dessus, enfin je ne sais même pas que j'ai pas insisté, j'en ai pas vraiment parlé, parce que c'est justement l'avantage premier en fait qu'on met tout le temps en avant. Alors j'ai pas mis grand chose en place. Déjà j'ai des enfants, donc il faut que je les amène à l'école, je vais les rechercher et tout, donc je suis quand même obligé de sortir. J'ai la chance d'être à la campagne, donc j'ai une maison, j'ai du terrain, je suis pas en ville. Donc sortir, c'est des fois juste prendre un café sur la terrasse au soleil. J'ai rien fait de spécial là-dessus. Maintenant, ça reste très bien. Il n'y a plus de transport, c'est beaucoup moins morose en fait que de passer des fois 1 heure, 2 heures par jour chez soi. Ça reste un vrai avantage. Je ne sais pas si ça répond vraiment, mais je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ah si. Okay. Ouais. Pour le coup, le retour d'expérience, c'est plutôt assez intéressant. Alors, ça a l'air de s'être bien passé dans ton cas. Est-ce que potentiellement, parce qu'on sait qu'en télétravail, du coup, c'est plus difficile de superviser quelqu'un, ouais. Est-ce que tu as eu ou tu as envisagé qu'il y avait des cas de figure avec des personnes qui s'investiraient moins au sein de l'entreprise, qui justement profiteraient du fait qu'ils ne soient pas supervisés? Est-ce que c'est un cas de figure qui t'est arrivé, que tu as envisagé, et comment tu comptais y répondre? Ouais. Donc juste la question, donc c'est finalement qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un va moins s'investir dans l'entreprise et finalement profiter du fait d'être en télétravail pour profiter du système. Alors déjà, est-ce que ça nous est arrivé? En fait, oui. Donc on a eu le problème en fait d'une personne qui justement, on a eu des problèmes d'intégration avec cette personne et
Au final, on a mis suffisamment de choses en place pour s'en rendre compte très rapidement. Donc la personne est restée 15 jours. Donc on a essayé de réagir assez vite. Au stade où on est, c'est-à-dire vraiment de création de tout ce qu'on fait, une mauvaise intégration, c'est absolument catastrophique. Si on laisse quelqu'un profiter du système trop longtemps, ça peut même fusiller une équipe en fait, d'avoir une personne. Alors c'est compliqué de se rendre compte. C'est pour ça justement qu'on a tous ces check-ins au début donc de l'intégration d'une personne. Ça peut paraître beaucoup, parce que, la personne qui est intégrée va quand même se prendre 3 notifications par jour juste pour le processus d'intégration. C'est-à-dire qu'à côté, il faut quand même bosser, il faut apprendre tout ce qu'on fait. C'est lourd, mais c'est aussi en ce sens que je disais qu'il faut faire attention au silence. C'est qu'une personne qui va profiter va pas forcément en faire beaucoup, justement, pour essayer de passer un peu sous le radar. Et donc, trop de silence, c'est un problème. Quelqu'un qui dit pas j'arrive pas à faire votre truc, à faire ce que vous me demandez, dire qu'on n'y arrive pas, c'est normal. Quelqu'un qui le dit pas, c'est souvent signe d'un problème. C'est pourquoi elle n'arrive pas. Est-ce qu'au final, on ne s'est pas fait berner pendant les entretiens? Ça peut être ça aussi. Après, ça peut juste être j'ose pas demander. Mais on va mettre justement en place tout un tas de mécanismes pour pouvoir y répondre le plus tôt possible. Mais ça reste une question très très problématique. C'est probablement la chose la plus complexe qu'on a à faire dedans. Je pense que la suivante, ça sera de vraiment embaucher avec des entretiens et tout. Ça va être encore plus compliqué. Mais l'intégration d'une personne, c'est le point le plus compliqué. Après, la question, qu'est-ce qui se passera si une personne qui est là, au bout d'un moment, se met à profiter du système? J'ai pas la réponse. J'espère que ça n'arrivera pas. Et j'espère qu'on recrute des personnes avec un lien suffisamment fort pour justement que tout le monde soit capable de se rendre compte, et y compris la personne qu'on intégrera, qui se dise là je suis peut-être en train de déconner quand même. Mais ça va être vraiment du cas par cas en fait, je pense. Bonjour. Est-ce que du coup vous n'avez pas eu l'effet inverse, c'est-à-dire de du coup être trop investi et de ne pas réussir à couper comme nous on peut le faire en fait en rentrant chez nous? Alors l'idée d'être trop investi, comment dire, oui. Moi je sais que là actuellement en général je bosse quasiment plus en fait qu'avant Trajet Compris. Après je suis là dès le début du projet, donc on va dire la situation est un petit peu différente. Ça peut être compliqué, il faut savoir couper. La partie distribuée n'arrange pas les choses. Ça m'arrive de discuter le soir, parce que le soir c'est l'après-midi au Canada, donc on va pouvoir discuter de choses et d'autres. Je ne sais pas trop quoi répondre en fait, c'est un vrai problème, il faut y faire attention. Dans l'autre sens, parfois je vais me ménager du temps dans la journée. Ça va m'arriver facilement en fait, le midi de prendre vraiment 2 heures, d'aller au sauna le midi et de revenir après bien frais, ce que je pourrais pas faire si on était dans des bureaux, quoi. Mais c'est un vrai problème, il faut y faire attention, et il faut aussi faire attention pour les autres. C'est-à-dire qu'on a des vrais risques aussi après que d'autres personnes en fassent trop, sans jamais pouvoir s'arrêter, jusqu'au jour où ça s'arrête mal en fait. Merci pour la conf. La question, ça serait par contre plus d'un point de vue perso, parce que du coup, tu bosses de chez toi, tu dis toi-même que tu as des enfants. On est beaucoup ici à avoir des familles, femmes, enfants, maris, tout ça. Et justement, comment ça se passe pour eux? Parce que toi, qu'est-ce que tu fais? Tu t'isoles dans un bureau, tu restes dans ton salon. Quand tu as tes enfants en vacances qui sont dans tes pas, tu dois les garder. Comment tu gères en fait? Comment eux aussi gèrent ta façon de travailler? Donc la question, c'est finalement la relation entre le télétravailleur et son environnement, sa famille ou autre qui est là. Alors moi, j'ai la chance d'avoir une maison et d'avoir en fait j'ai un deuxième bâtiment à côté qui est mon bureau, qui est isolé de ma maison. Donc j'ai deux fois 25 mètres carrés qui sont juste pour moi. Donc j'ai un bureau de 25 mètres carrés juste pour moi, donc c'est plutôt très confortable. Je me souviens au tout début où on a commencé à faire ça, mes enfants me demandaient où est-ce que j'allais travailler. Tu vas travailler à Grenoble ou tu vas travailler à la maison? C'est quand j'allais dans mon bureau,
bah, je partais quand même travailler. C'est-à-dire je sors de ma maison et je vais dans mon bureau. Donc là déjà ça coupe pas mal. L'avantage c'est que eux ne me gênent jamais. Ils peuvent faire le bruit qu'ils veulent dans la maison, ça me gêne pas. Et moi je peux être en visio, faire du bruit, je peux parler aussi fort que je veux, ça les gênera pas non plus. Donc ça m'est arrivé de faire du télétravail en étant dans la même maison, ou même en appartement. C'est en général beaucoup plus compliqué, parce que même si on s'isole dans un bureau, dans une pièce, c'est quand même une contrainte pour tout le monde. Les enfants, faites pas trop de bruit. Avec un bébé qui pleure, c'est pas mal aussi. Voilà. Après, ça m'arrive aussi justement de profiter de ça pour... alors, je vais pas dire pour garder mes enfants, parce qu'en fait, je le fais pas en même temps. C'est souvent compliqué. Mais ça arrive que je sois quand même, je sais pas, une demi-heure pendant que mes filles font la sieste. Oui, moi je suis en visio avec le Canada, ça me gêne pas, quoi. Elles sont en train de dormir. Mais ça arrive assez peu. J'essaie d'avoir quand même une séparation assez franche entre les deux. Maintenant, ça traverse toujours. Mais c'est pas grave, ça amuse les gens. Des fois, c'est pas des chefs, c'est des enfants qui passent derrière l'écran, quoi. Je crois que c'est terminé. Si vous avez d'autres questions, de toute façon, je suis encore là pour quelques heures, donc venez me voir s'il y a besoin. Merci.